Gérard Vespierre, chercheur en géopolitique. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Déjà, expliquez-nous pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour débloquer cette enveloppe? Qu'est-ce qui coinçait et qu'est-ce qui a permis ce déblocage? Mais qu'est-ce qui coinçait? Ce sont des problèmes intérieurs des États-Unis, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut faire un distinguo entre la stratégie américaine vis-à-vis de ce conflit en Ukraine et la politique intérieure. Donc sur la profonde stratégie américaine, à la fois le Pentagone et le ministre des Affaires étrangères est vraiment pour la continuité du support à l'Ukraine, mais le fait que le président ne contrôle, entre guillemets, avec sa majorité, qu'une des deux chambres, et que nous soyons à 7 mois des élections présidentielles, a provoqué donc des négociations longues et difficiles, mais in fine, bien sûr, le budget a été voté. Donc il faut voir la continuité avec cette petite parenthèse de difficultés liées à la politique intérieure américaine. Et donc, qu'est-ce qui a permis ce vote hier? Qu'est-ce qui a permis le déblocage? Et le déblocage a été accepté ou est possible grâce effectivement à un package aussi d'aide vis-à-vis d'Israël. Et puis, un des problèmes intérieurs américains, l'immigration. Donc il y a aussi des facilités vis-à-vis de la majorité républicaine sur cette question d'immigration et du contrôle aux frontières. Le rôle de Mike Johnson également? Bien sûr, il a été la cheville ouvrière de cet accord. Il y a 2 ou 3 mois, il était sur une position complètement différente, mais je pense qu'il s'est rendu compte de la nécessité de venir à cette situation-là. Et vous avez avec vous le document? Vous êtes une des rares chaînes, certainement, à pouvoir faire voir le document de 49 pages concernant effectivement l'aide à l'Ukraine. Voyez-vous, donc c'est très complexe et complet. C'est détaillé, justement. Alors parlons-en. Cette aide, elle doit encore être approuvée par le Sénat, mais a priori... Il a déjà approuvé, mais voilà, il a maintenant à voir la deuxième version. Absolument. Est-ce qu'on sait comment cette somme sera dépensée, répartie? Elle est répartie donc en aide économique, en aide militaire, en aide aussi sécuritaire. Donc comment faire des opérations de déminage. Elle est aussi destinée à aider les opérations donc humanitaires. Il y a tout un volet donc complexe et complet d'aide et de tiroirs différents. Donc, par exemple, mais très précis, il y a les sommes pour les missiles de l'armée de terre, une somme donc différente pour les missiles de la Navy et puis une autre pour les missiles de l'armée de l'air américaine. Donc tout cela est détaillé dans ce document. Voilà, 2 milliards pour les missiles antiaériens et puis aussi les missiles de longue portée. Donc ATACMS, 700 millions de dollars pour les missiles pour la Navy et donc 300 millions pour les missiles de l'US Air Force. Donc ça veut dire qu'il y a aussi derrière une stratégie militaire. On va beaucoup aider l'Ukraine dans la défense antiaérienne et sur les missiles à longue portée. Et on voit apparaître une ligne importante pour les missiles peut-être anti-navires, n'est-ce pas? Donc la mer Noire. Donc, voyez-vous, il y a déjà un dessin aussi militaire derrière le budget. Et une vision. On en parlait, l'échec possible de la guerre, il y a quelques jours encore, Zelensky le répétait, sans cette aide, sans cette enveloppe, l'Ukraine n'avait aucune chance de gagner la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces stratégies que vous venez de mentionner, est-ce que cela peut changer le cours des choses? Alors, il y a un autre volet aussi dont on ne parle pas, c'est pendant cette hésitation américaine, la mobilisation européenne. Donc la mobilisation européenne pour 1 million d'obus, n'est-ce pas, qui est en train de se mettre en place. Bon, ça n'aurait peut-être pas eu lieu si les États-Unis avaient pas autant tardé. Et aussi l'aide européenne sur les missiles antiaériens. Et puis l'arrivée prochaine des F-16 qui viennent des pays européens. Donc il y a effectivement un dispositif complet. Et je crois que là, l'Ukraine va bénéficier d'armements nouveaux, d'armements en grand nombre. Donc est-ce que la Russie va, dans les prochaines semaines, prendre l'initiative pour éviter d'avoir à se confronter à cette arrivée massive d'équipements efficaces et nouveaux en Ukraine? C'est la grande question. Que va-t-il se passer dans les 3 prochains mois sur le front? Parce qu'autrement, effectivement, l'Ukraine maintenant va disposer d'une armée nouvellement équipée avec des possibilités tactiques vraiment nouvelles. Plus grande. Vous parliez tout à l'heure de la campagne présidentielle. Qu'est-ce que ce vote signifie pour Joe Biden? Est-ce qu'il a marqué des points, d'une certaine façon? Psychologiquement, oui. C'est toujours... et surtout que la majorité, si vous voulez, le vote sur l'Ukraine a été de 311 voix pour
et 112 contre. Donc 74% des parlementaires, des membres de la Chambre des représentants ont voté en faveur. Donc voyez-vous, 74%, ce n'est pas 51-49, c'est une véritable majorité. Donc c'est effectivement très positif pour le président. Et pour sa campagne, une dernière question sur, dites-nous, on en a beaucoup parlé dans l'actualité, il y a évidemment un autre conflit au Proche-Orient. Est-ce que la guerre entre Israël et le Hamas a joué un rôle dans ce déblocage indirectement de l'aide à l'Ukraine ? Je pense que le fait d'avoir une aide massive vis-à-vis d'Israël aussi a aidé le Parti républicain à apporter son soutien. Et il n'y a pas que les armes, n'est-ce pas, vis-à-vis d'Israël. Il y a aussi, par exemple, une installation dont vous allez certainement parler dans les prochaines semaines, donc 3 ou 4 semaines, une installation portuaire au large de Gaza qui va permettre l'arrivée de 2 millions de repas par jour avec une plateforme à 5 km des côtes, une jetée artificielle. Enfin, vraiment, l'armée américaine va aider aussi la population de Gaza en ressources humanitaires. Vous iriez jusqu'à dire que les États-Unis, qui sont un grand allié d'Israël, ne pouvaient pas continuer d'aider massivement Israël tout en délaissant l'Ukraine, finalement. Oui, mais comme je l'ai dit au début de notre entretien, le soutien à l'Ukraine est structurel. Il ne faut pas confondre le fond de la mer et les vagues, n'est-ce pas? Donc il y a eu des vagues en surface, mais sur le fond, l'aide à l'Ukraine est structurelle, est un choix stratégique pour les États-Unis dans le long terme, car en échange de cet argent, les représentants demandent un plan de plusieurs années avec des objectifs, des investissements pour l'Ukraine, voyez-vous. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une somme open bar, faites ce que vous voulez. Non, il y a un plan à long terme des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Très rapidement, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question en quelques mots, mais si Donald Trump arrivait au pouvoir, est-ce que, possiblement, ça remettrait en cause cette enveloppe ou pas? Ou c'est verrouillé une fois que c'est validé par le Sénat? J'aurais une formule. Un homme ne fait pas une politique contre un système. Et un exemple, c'est-à-dire que si l'Amérique profonde, au niveau du Pentagone, au niveau du ministère des Affaires étrangères, a fixé un cap, c'est ce cap-là qui sera respecté. Il y a 4 ans, Donald Trump a dit « Je viens de m'entretenir avec Erdogan, je retire les troupes américaines en Syrie ». Elles y sont toujours, voyez-vous. Gérard Vespierre, merci infiniment pour votre analyse.